Nous sommes de retour sur le plateau des experts au féminin et nous accueillons pour cette deuxième partie Amanda. Bonsoir Amanda qui est notre chercheuse de talent sur Internet. Alors Amanda, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Bonsoir, je vous parlerai d'Isabelle Duplessis, fondatrice de Naissance, produit d'hygiène pour bébés. Le nom est très intéressant. Maëlle, il y a quoi au menu ce soir avec vous? Nous allons parler de la digitalisation des médias et notamment de nos médias en Guadeloupe. Très bien. Et vous, Joël? Alors ce soir, je voulais partager une excellente nouvelle, l'ouverture des vols directs entre Pointe-à-Pitre et New York, fin novembre. Ah, on va voyager avec Joël, très bien. Cindy, de votre côté? Alors nous parlerons de digitalisation de la justice ce soir. Très bien, je crois que vous avez un invité. Oui, nous accueillons ce soir Maître Raphaël Lapin, avocat au barreau de la Guadeloupe de Saint-Martin de Saint-Barthélemy et docteur en droit. Très bien. Bonsoir Maître Lapin, vous êtes avec nous en duplex par Skype. Absolument, bonsoir Madame Collomb. Experte du plateau. Bonsoir, Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Maître Lapin, ce soir nous parlerons de la digitalisation de la justice. Absolument. Alors, Maître Lapin, quel regard portez-vous sur la digitalisation de la justice? Alors déjà, il faut qu'on puisse dire ce dont il s'agit. Quand on parle de digitalisation de la justice, on parle en réalité de rendre numérique l'accès au droit. Ça a, à mon avis, deux pendants. Le premier pendant, c'est celui évidemment que nous, professionnels, allons connaître, c'est la digitalisation des procédures. Ça veut dire que désormais, de plus en plus, les procédures se font en ligne. De l'autre côté, il y a la digitalisation de l'accès à l'information juridique. Et évidemment, ça veut dire que les clients, les justiciables, vont avoir accès en ligne à un certain nombre d'informations. Alors, quel regard est-ce qu'on peut porter sur ce processus? Déjà, il y a une volonté qui est déjà ancienne d'aller vers la digitalisation de la justice. Éric Dupond-Moretti, lorsqu'il était auditionné par la commission des lois du Sénat le 16 juin 2021, expliquait qu'il fallait qu'on y aille parce qu'il y avait un enjeu d'efficacité de la justice, qu'il fallait que cette digitalisation obéisse à la fois à un critère de qualité, de transparence et de souveraineté, et puis qu'il fallait que cette digitalisation respecte quelque part trois publics. Celui des justiciables, ça veut dire de tout un chacun, celui des agents publics de la justice, et puis celui des partenaires de la justice, dont les avocats sont, les huissiers et les notaires. Et donc, une fois qu'on a fixé ce cadre-là, quel est le regard que nous portons sur les deux aspects de cette digitalisation? Déjà, il y a un enjeu pour nous, à chaque fois, à observer les évolutions, à s'adapter aux réformes, à répondre à ces réformes-là et à élever toujours plus notre niveau d'exigence sur les aspects procéduraux de cet accès, de cette procédure numérique désormais. Sur l'accès à l'information, on a un regard qui va être beaucoup plus critique parce que souvent et de plus en plus, on voit pousser la porte de nos cabinets des clients qui arrivent avec des fiches servicepublic.fr ou des informations ou des actes qu'ils auraient pris sur Internet, sur Google. Alors ça a un bon côté parce que comme sur Doctissimo, on peut se faire une idée, mais assez rapidement, comme sur Doctissimo, eh bien, on peut se tromper de diagnostic et arriver avec une panique ou arriver avec une idée de la stratégie qui est erronée et on ne laisse plus forcément sa place aux professionnels du droit. Il faut faire confiance aux professionnels du droit et là-dessus, il y a un véritable enjeu. Est-ce que justement cette digitalisation de la justice ne mettrait pas à mal la profession d'avocat, à votre avis ? Sur les aspects que je vous expliquais, c'est-à-dire l'accès à l'information juridique, il y a véritablement une interrogation. Plus que mettre à mal la profession, parce que la profession d'avocat est une profession qui sans cesse se renouvelle au gré des réformes successives, eh bien, il y a en revanche une mise à l'épreuve de cette profession. Déjà dans le contact avec le client, aujourd'hui, on est à l'ère de l'instantanéité, le fait d'avoir des emails
effectivement, il y a une attente de réponse immédiate, alors que le temps du droit, le temps de la justice reste encore un temps long. Et donc, évidemment, il y a un enjeu à la fois à s'adapter à un client qui a des attentes qui sont liées à l'ère du temps, tout en conservant les enjeux aussi liés à la réflexion et à la stratégie juridique qui, eux, peuvent être un peu éloignés de cette instantanéité. Donc, nous, en tant que professionnels, nous devons évidemment réinventer notre profession à la lumière de ces évolutions-là. Et est-ce qu'à votre avis, ça ne mettrait pas justement un frein aux personnes, ça ne résulterait pas d'une forme d'exclusion pour les personnes qui ne seraient pas forcément aguerries aux outils numériques? Effectivement, il y a une ambivalence quelque part dans ce processus. D'un côté, on rend plus accessible l'information. D'un côté, nous-mêmes, avocats, sommes amenés à nous exposer plus à travers les réseaux sociaux, les médias, et donc à vulgariser formation. Donc il y a cet enjeu de démocratisation du droit, démocratisation de l'assistance juridique. Et puis de l'autre côté, évidemment, à chaque fois qu'on parle de numérisation, on se retrouve confronté au même enjeu. C'est celui de la fracture numérique, où ceux qui ont des démarches à faire en ligne, par télérecours par exemple, qui est l'une des applications que nous utilisons et auquel le justiciable a accès pour faire des recours, eh bien effectivement, il y a cette distance qui peut être mise et cette fracture numérique. Et une fracture numérique qui ne se ressent pas uniquement à l'échelle de celles et ceux qui n'ont pas accès à l'outil informatique, mais qui se ressent aussi sur les aspects de développement des outils de communication moderne du territoire. Je prends un exemple. En Guadeloupe, nous avons finalement évolué sur le greffe du tribunal de commerce et sur les formalités en ligne. Et vous en savez quelque chose, Madame Majazé, nous avons finalement, et je dis finalement parce que alors même que certains dispositifs étaient d'ores et déjà accessibles dans l'Hexagone, eh bien nous avons fait notre révolution il n'y a même pas un an. Et dans le même temps, il y a encore des points sur lesquels on peut avancer en termes de numérisation et d'efficacité des procédures et des process. Alors, avant de terminer, Maître Lapin, je vous laisse le soin de rappeler aux téléspectateurs l'intérêt pour tout justiciable de se faire assister par un avocat lors d'une procédure, même lorsque cela n'est pas obligatoire. Quoi qu'il arrive, il faut savoir faire confiance aux professionnels de la situation, aux professionnels du droit comme aux professionnels des soins lorsque on doit se faire soigner. Il y a un véritable enjeu à comprendre que même si on a la sensation d'avoir raison, il y a une manière de présenter les choses. Et même quand la représentation n'est pas obligatoire, il y a un enjeu à recevoir des conseils sur la procédure, à aussi recevoir tout simplement des conseils parfois tout simplement humains sur la situation dans laquelle on est et à pouvoir être accompagné tout au long jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui soit rendue. Et là-dessus, évidemment, cet enjeu, il est procédural parce qu'il y a des règles, il y a une technique de la procédure, il y a une stratégie qui peut être mise en œuvre avec la procédure d'abord, et puis il y a aussi un enjeu sur le fond. Un avocat qui a une connaissance de la norme juridique va avoir peut-être des réflexes que le justiciable n'aura peut-être pas spontanément. Et donc, il est important de consulter et de voir avec le professionnel du droit s'il y a un enjeu à se faire accompagner. Alors, il est certain que cela a un coût. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Sauf qu'il y a des dispositifs qui permettent à celles et ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une protection juridique avec un avocat de bénéficier de ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Et donc en fonction du niveau de rémunération, eh bien, chacune et chacun doit pouvoir avoir accès à un professionnel du droit et doit pouvoir bénéficier d'une défense dans le cadre d'un procès, et ce, que l'avocat soit obligatoire ou pas. Maître Lapin, merci beaucoup. Et peut-être à bientôt sur d'autres interventions, droit et justice. Avec plaisir et merci.
Nous vous remercions. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant. Nous sommes vraiment dans l'ère du numérique. L'ère du numérique, la digitalisation. Moi, j'aurais une question quand même pour vous, Cindy Bajazé. Est-ce que les solutions techniques utilisées par la justice sont à la hauteur? Je pense à une de mes avocates qui est tout le temps en train de se plaindre du poids maximum autorisé pour les pièces jointes sur le serveur que vous utilisez. Alors, c'est vrai que c'est très contraignant parce que moi, j'ai travaillé en cabinet d'avocat préalablement à ma casquette d'entrepreneur, et c'est vrai en fait qu'on est limité sur certaines plateformes, A4MO par exemple, et c'est toujours pas évident justement de mettre en place les choses, faire valoir les pièces, les transmettre. Donc en tant qu'assistante, on doit avoir des petites techniques, savoir compresser, avoir des logiciels, chercher un petit peu. C'est vrai que c'est pas évident, c'est contraignant, mais maintenant avec la digitalisation, on est obligé de se mettre quelque part à la page, et on a cette obligation en fait de tendre vers cela. Très bien, merci pour cette excellente chronique. Merci beaucoup. Digitalisation à une autre. Je regarde Maëlle Félix-Henri qui va nous parler de digitalisation des médias et des médias sportifs en particulier. En particulier, en effet. Alors, je vais commencer cette chronique avec un sujet qui nous a ébranlés. Effectivement, en 2019, on annonçait donc la liquidation judiciaire de France Antilles. C'était une nouvelle qui a surpris plus d'un, puisqu'effectivement, France Antilles, c'est quand même le journal de référence en Guadeloupe. France Antilles qui a, entre autres, une partie qui parle de l'actualité sportive, et donc il a fallu attendre une reprise d'un entrepreneur qui est très 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 bien connu sur la place en 2020 par Niels, qui a accepté de reprendre ce journal. Aujourd'hui, France Antilles, comme beaucoup d'autres médias, se sont tournés vers la digitalisation, puisqu'ils ont bien compris que le support écrit avait ses limites. En effet, bien entendu, ça fait travailler toute une filière, puisque on parle de la filière de l'impression, de la distribution, on parle aussi de la filière de la livraison. Donc ce sont plein de corps de métier qui sont mis en œuvre afin que vous puissiez chaque jour lire votre quotidien. Mais tout cela représente des coûts qui aujourd'hui sont difficiles à supporter pour nos médias. Donc la digitalisation est une des solutions qui est possible afin de continuer à diffuser de l'information, mais en limitant justement cette fameuse charge financière que représente la presse écrite. Donc je vais me tourner du coup vers un média qui au début a voulu se lancer dans la presse écrite, mais qui finalement a fait un virage à 360 degrés vers la digitalisation. Donc on aura l'honneur de pouvoir avoir une présentation donc d'Offensive Magazine. Très bien. On retrouve un reportage de Marius Mathieu sur Offensive Magazine. Enfin, la Guadeloupe n'est pas épargnée, je pense, par la révolution qui agite un petit peu tous les médias. C'est vrai qu'on a du mal à trouver maintenant, en tant que journaliste, notre place, parce que nos missions fondamentales restent les mêmes. Apporter une info vérifiée, sourcée et vérifiée au public, et puis recroiser les sources, aller sur le terrain, prendre le pouls. Mais effectivement, la manière de le faire et puis les connexions qui s'agitent derrière ça sont devenues extrêmement complexes, ce qui fait que, un peu comme au national, nos propres médias sont extrêmement challengés sur ces points-là, et les journalistes sont souvent à la croisée entre la déontologie et des intérêts qui n'ont rien à voir avec la déontologie. Donc c'est un équilibre à trouver. Je trouve qu'en Guadeloupe, effectivement, je pense qu'il y a quand même un déclin de la presse. Il y a une époque où il y avait foison de titres de presse ou de supports. L'économie fait que ce n'est plus le cas, donc effectivement on est sur un déclin en Guadeloupe plus que sur un essor, mais bon, c'est peut-être une phase, et comme tout cycle, les choses reprendront leur cap finalement. Ici, il n'y a pas ce poids de la com. La com a un poids en Guadeloupe, mais il n'est pas aussi fort qu'en France. En France, on a des agences de com qui sont en lien avec des rédacteurs en chef, donc finalement le ton de l'information est déjà donné par ailleurs. Et nous, on ne fait que redonner ce ton-là. En France, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un problème. Ça a amplifié le politiquement correct, ça a amplifié
la veine d'information unique. Et je pense que la France se débat avec ça au national. Nous, c'est pas le cas. Nous, c'est vraiment pas le cas. Je pense notre presse n'a pas du tout évolué de la même manière. Les enjeux au national sont vraiment celui de retrouver une voix journalistique, une indépendance journalistique, et puis pareil, d'apporter de l'information. C'est ce que veulent les gens. Nous, Offensive, au-delà de retransmettre et d'aller chercher l'information sportive, nous, ce qu'on veut apporter de plus, c'est une plateforme. C'est-à-dire que tous les acteurs du sport de Guadeloupe sachent qu'en venant sur notre plateforme, ils auront le moyen, eux, de faire passer des informations, parce qu'on va faire grandir Offensive dans ce sens-là, et en plus de savoir ce qui se passe, non seulement chez les Guadeloupéens qui sont en Guadeloupe, mais les Guadeloupéens qui sont aussi en France, parce que ceux-là, il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire que quand un jeune athlète part en France, on doit pouvoir savoir comment ça va pour lui, s'il a besoin d'aide, s'il a besoin d'une cagnotte, quels sont les défis, si ça va bien pour lui, s'il s'entend. Voilà. Souvent, quand un Guadeloupéen est en France, c'est un peu un électron libre. Ce qu'on veut, voilà, on veut créer du lien. Voilà, Offensive, c'est ça. On veut créer du lien avec un ton, avec un style, avec quelque chose de différent qu'on veut apporter. La suite d'Offensive, c'est de l'embauche tout simplement. J'aimerais embaucher des journalistes, j'aimerais embaucher des commerciaux. Donc voilà, j'aimerais que des commerciaux qui entendent ce projet soient fiers et aient envie de nous aider à le développer. C'est un vrai challenge, c'est du numérique. Beaucoup m'ont déjà dit oui, mais avec du papier, tu te ferais plus d'argent. C'est vrai, mais les coûts de production seraient juste impossibles, surtout pour la Guadeloupe. Voilà. Que j'ai des commerciaux qui soient fiers d'aller présenter le produit et que tout simplement Offensive grandisse et en information et en structure administrative et juridique, qu'on puisse avoir un média sérieux dont les Guadeloupéens soient fiers. Alors, donc, vous avez vu au travers de ce reportage, effectivement, Offensive Mag a décidé totalement de se digitaliser parce que la profession le nécessite. Aujourd'hui, nous devons réellement tenir compte de la nécessité de transmettre l'information, mais de façon intéressante, de façon attractive. Et donc, c'est l'une des solutions que propose ce magazine qui est tourné sur le sport. Et puis, il y a le côté multimédia aussi, donc photos, mais aussi vidéos et autres formats. Interview en live, podcast, ils ont justement misé sur l'ensemble des possibilités que propose le numérique. Et ça, c'est révolutionnaire, surtout sur notre territoire. Alors, la question que je me pose quand même, on connaît toutes les négociations autour de la Ligue 1 en France, par exemple, la guerre entre Canal, Amazon et consorts. Comment, avec cette digitalisation des médias, particulièrement sportifs, en Guadeloupe, on va parvenir à gérer la question des droits de diffusion? Déjà, est-ce qu'il y a une culture de droits de diffusion chez nous? C'est quand même possible, puisque pour la petite anecdote, avec Offensive Mag, nous étions censés partir à Tokyo. Et donc, nous avions l'habilitation du CIO pour pouvoir, en tant que journaliste, être présent sur les événements tels que les Jeux Olympiques et diffuser donc aussi bien l'actualité en live, puisque c'était le projet, mais également les résultats de nos sportifs guadeloupéens présents sur cette grande édition qui malheureusement on n'a pas pu y assister parce que, comme vous le savez, il y a eu donc cette crise sanitaire. Très bien, excellent. Alors, en parlant de voyage, on fait un petit pas à côté de votre voisine, Joëlle Bradalou, vous nous emmenez à New York, je crois. Exactement. Les voyageurs en Guadeloupe étaient un peu frustrés après le départ de la Norvégienne. Il n'y a plus de possibilité de partir directement, il fallait passer par Saint-Martin ou par Miami, ce qui alourdissait le coût du voyage. Et désormais, dès fin novembre, Air France va proposer des vols directs entre Pointe-à-Pitre et entre Pointe-à-Pitre et New York, pardon. Et fin décembre, il y a JetBlue qui revient le 18 décembre précisément. Donc 2 vols par semaine pour l'un, 3 vols par semaine pour l'autre. Et sur ce plateau, je suis très très heureuse d'accueillir Alexandre Vendée qui est actuellement à New York et avec qui on va discuter en duplex. Très bien. Allô New York. Bonjour. Alexandre, vous nous entendez? Oui, je vous entends, ouais. C'est bon. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc là, je suis au Rockefeller Center. Génial. Vous voulez que je vous dise exactement ce qu'il y a derrière moi pour vous faire rêver un petit peu?
Ravie de vous accueillir sur le plateau des experts au féminin pour l'excellente nouvelle de l'ouverture des vols directs entre Pointe-à-Pitre et New York. Alors, déjà, est-ce que vous avez remarqué le retour des Français sur la destination par rapport à votre structure? Parce qu'il faut le rappeler, Alexandre Vendée est CEO de Voyage en Français, une start-up spécialisée dans les activités touristiques à l'étranger. Donc il a 6 destinations à New York, enfin aux États-Unis, pardon, 3 destinations en Europe. Et donc, est-ce que pour New York, vous voyez déjà les Français arriver? Oui. Les Français réservent de plus en plus. Et donc là, ils ne sont pas tous arrivés, mais j'entends déjà parler français un peu dans les rues, je vois des touristes. Hier, j'ai fait un observatoire très touristique, un des derniers observatoires de New York. J'ai vu des Français là-haut. Donc oui, les Français commencent à revenir. Et voilà, les Français, mais les Antillais, justement, j'ai eu des contacts d'Antillais qui venaient justement des Antilles jusqu'à New York. Et voilà, ça donne envie et tout le monde a envie de revenir. Et donc voilà, c'est reparti. Mais justement, est-ce que cette ouverture de ligne, est-ce que vous allez vous en saisir pour exploiter ce nouveau marché qui s'offre à vous? Les Guadeloupéens et les Martiniquais. Oui, bien sûr, on essaye après, c'est vrai qu'on fait pas, nous on travaille en fait avec nos clients sont des Français, des Belges, des Suisses, des Québécois et bien sûr aussi dans les Français, notamment les Antillais, et après on fait pas spécialement un marketing spécialement pour les Antillais, mais oui, on essaie d'en parler et je sais que j'avais été invité à un salon, j'avais pas pu venir malheureusement à un salon chez les Antilles pour essayer de toucher un petit peu plus ces Antillais qui souhaitent partir à New York, mais voilà, j'avais pas pu, mais en tout cas on essaye vraiment de les toucher. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, des Antillais, voilà, et parce que ils sont comme les Français, il y en a plein qui sont amoureux de New York également, quoi. Sûr. Et avec votre blog Bon Plan Voyage New York, il y a tout plein de bons conseils pour organiser son voyage là-bas. Ici, les Antillais sont friands de Harlem, parce que notamment nous avons une auteure célèbre, Marie Scondé, qui a enseigné à Columbia. Et je voulais savoir si vous pouviez nous donner un petit peu les temps forts de votre visite guidée à Harlem. Oui, donc Harlem, c'est vrai que c'est nous, les visites guidées, pour expliquer en quelques mots le concept, c'est vraiment des guides qui sont comme un pote qui fait visiter la ville, c'est-à-dire c'est très convivial, très sympa. Et en fait, donc l'idée c'est de faire découvrir ce quartier de Harlem qui est pour moi, en tout cas, un vrai incontournable dans cette ville de New York. Mais on peut placer n'importe quel touriste au milieu d'Harlem qui ne connaît pas du tout ce quartier-là. Au bout de 15-20 minutes, il partira parce qu'il ne saura pas quoi faire. Et justement, nous, cette visite permet vraiment de découvrir ce quartier d'Harlem en termes de culture, et notamment on sait qu'il y a une culture très forte, une culture afro-américaine qui finalement a mis cette culture afro-américaine d'Harlem en fait a été vraiment mise en avant et notamment est connue partout aux États-Unis, mais partout dans le monde également. On sait qu'il y a des salles comme l'Apollo Theater, il y a Michael Jackson, Diana Ross qui ont chanté, les plus hautes pointures afro-américaines ont chanté ici, sont venues ici, et puis après il y a des personnes comme Malcolm X sont venues également, qui sont implantées aussi sur Harlem, donc il y a vraiment, c'est hyper riche, et on voit l'évolution, ce quartier d'Harlem, donc durant cette visite, on découvre aussi l'évolution des quartiers, on découvre de très beaux restaurants, on montre justement des églises où on peut participer à des messes gospel, etc. Et c'est vrai que c'est une visite qui plaît énormément. Et souvent, on la couple justement avec une messe gospel, où les gens vont à une messe gospel le matin et après ils enchaînent ensuite avec une autre visite d'Harlem et ils ressortent finalement, ils ont complètement découvert ce quartier et c'est vraiment chouette. Je suis déjà vraiment convaincue que vous avez donné envie à des voyageurs de partir à Harlem. Mais avant de se quitter, je voulais que vous nous parliez de vos nouvelles visites, parce que j'ai vu que vous enrichissiez votre catalogue. Pourriez-vous nous dire ce que vous nous proposerez prochainement ? Alors oui, on propose des nouvelles visites, mais je prends juste 2 petites secondes. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, c'est le sapin de Noël du Rockefeller Center. Et en fait, il y a 5-10 minutes, il s'est levé, en fait, il est arrivé ce matin à New York. Voilà, je vais juste vous faire partager ça, parce que là, il n'est pas encore illuminé, bien sûr, il s'illuminera début décembre, mais c'est vrai qu'il est tout juste de montrer, donc c'est vraiment il y a 10 minutes. Voilà. Super. C'est juste pour info. C'est ça.
Et donc sinon, oui, donc les nouvelles visites guidées, on a notamment une visite guidée du Lower East Side. En fait, nous, les visites guidées, c'est vraiment de découvrir New York hors des sentiers battus. Et il y a un quartier qui s'appelle Lower East Side où il y a énormément d'immigrés. En fait, les immigrés, au 19e siècle, quand ils arrivaient sur New York, souvent, ils restaient dans le sud de Manhattan. Et ils venaient justement ici, dans ce quartier de Lower East Side, ils habitaient là. Et donc, on découvre tout ça. On découvre que c'est un quartier aujourd'hui où il y a des speakeasy, notamment. C'est des bars clandestins qui sont cachés. Voilà, on découvre plein de choses dans ce quartier, puis après on passe sur Chinatown et Little Italy. C'est une visite qui est vraiment superbe. On découvre plein de choses. Il y a du street art également. Voilà, cette nouvelle visite est vraiment chouette. Speakeasy, street art, hors des sentiers battus. Je suis convaincue là déjà. Mais merci infiniment de nous avoir consacré du temps. Merci pour le petit privilège là. On est vraiment super contente sur le plateau. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci, Monsieur Fandé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu autour de cette table des petites étoiles dans les yeux de tout le monde. Quand on a vu le sapin du Rockefeller Center, eh bien, qui était là. On a l'habitude de voir ce sapin, cette place du Rockefeller Center dans les films de Noël qui ont commencé. Exactement. Ça nous met dans l'ambiance très intéressante. En tout cas, merci pour ce voyage, Joël. J'aimerais quand même savoir, avec ces reprises de rotation, ça nous fait quand même 5 vols par semaine, si je me souviens bien, que ce soit par JetBlue ou Air France. Comment le CTIG, le comité de tourisme des îles de Guadeloupe, a géré cette reprise en termes de communication? Alors, j'ai sollicité Maïté Marie-Antoinette, la nouvelle directrice du développement de la demande, qui sera désormais responsable des États-Unis, du Canada, du marché local. Tout à fait. Une femme debout, une femme avec beaucoup d'ambition et qui s'investit. Donc, elle m'a dit que New York, en fait, les États-Unis, c'était pas un marché nouveau parce qu'il y avait déjà la Norvégienne, il y avait déjà des choses implantées. Il y avait des webinaires pour les professionnels en place pour pouvoir un petit peu les informer des spécificités des Américains, comment les accueillir, etc. Mais il y aura également de nouvelles choses qui seront mises en place, notamment une communication co-brandée avec les différentes compagnies aériennes. Il y aura également des accueils de journalistes américains sur la destination, des influenceurs qui vont venir fin décembre. Vraiment, il y aura tout un panel de choses mises en place pour que les acteurs touristiques locaux puissent bénéficier de l'ouverture de ces vols. Excellent. Alors, dernière question, on a compris, c'est une opportunité business pour nos professionnels du tourisme. Oui. Ils aiment quoi, les Américains, quand ils viennent en Guadeloupe? C'est vrai, ce cliché des touristes américains qui dépensent plus d'argent en Guadeloupe? Alors, c'est un marché spécifique. Ils ont moins de vacances, donc ils partent sur les périodes plus courtes, mais effectivement ils ont un pouvoir d'achat plus important. Et lorsqu'ils quittent les États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'ils voyagent souvent aux États-Unis, les Américains, mais lorsqu'ils partent, ils ont un budget un peu plus conséquent que les Européens et ils dépensent. Ils dépensent pour l'hébergement, ils dépensent pour la restauration, pour les activités sur place. Ils en veulent pour leur argent en fait. Très bien, ils en veulent pour leur argent. Oui. Je crois que c'est une phrase clé, importante à retenir pour nos professionnels qui, à mon avis, auraient intérêt à se positionner sur cette niche haut de gamme du coup. Mais j'ai constaté, notamment pour les locations saisonnières, une montée en gamme justement des propositions. Il y a un vrai travail, un vrai effort de fait au niveau de la décoration, au niveau de ce qu'ils peuvent proposer en plus à leurs clients. Donc, le travail se fait doucement mais sûrement, accompagné par le CTIG justement. Excellent. Alors mesdames, vous avez envie de partir à New York? Pourquoi pas en décembre? Pourquoi pas? Noël. Ah oui, il faut aller voir ce sapin qui s'illumine. Alors c'est un moment en tout cas de voir le sapin s'illuminer. Alors à défaut d'être à New York là tout de suite, Amanda, on reste en Guadeloupe, mais pour un projet très intéressant. Vous allez nous parler du développement d'une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Naissance. De quoi s'agit-il? Tout à fait. Alors Naissance, ce sont des produits bio destinés à l'hygiène de bébé. Très bien. Alors on découvre l'interview d'Isabelle Duplessis-Boss, eh bien, la fondatrice et la créatrice de la marque Naissance. Alors en fait, Naissance, c'est pas une idée. Naissance, c'est une histoire qui date de plusieurs années. Ma fille aînée a développé une pathologie de peau où j'ai vraiment galéré pendant 2-3 ans pour essayer de trouver une solution. Donc on a écumé les médecins, les pédiatres, les dermatologues, on a vraiment tout essayé. Et c'est la toute dernière année, je me suis tournée vers une naturopathe qui
à penser en fait à une technique plutôt naturelle pour aider ma fille à sortir de cet engrenage, puisque c'est une maladie quand même qui était très envahissante sur son corps. Et donc on a utilisé, ce qui est intéressant en fait dans cette thérapeutique, c'est qu'on a utilisé des produits de chez nous, des produits naturels de chez nous, et donc on a eu un résultat très rapide et très très satisfaisant. Du coup, moi en tant qu'infirmière puéricultrice, j'ai eu un œil complètement différent justement sur ce qu'on met sur les enfants. Étant puéricultrice en néonatologie, donc du coup j'avais un regard critique sur ce que les parents apportaient. J'étais plutôt dans la pédagogie pour essayer de leur expliquer que c'était quand même un peu délétère en fait certains produits, de regarder la composition. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule maman en fait face à ces problématiques. Et à force de discussion avec les parents, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin de retourner à des choses beaucoup plus simples, très naturelles, avec une composition très courte. Et Naissance a commencé à émerger dans ma tête. Mais bon, j'étais dans mon petit confort d'infirmière à l'hôpital. J'ai pas osé sur le coup. Et c'est plusieurs années plus tard que j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de franchir le pas. Et je me suis lancée donc, dans l'aventure entrepreneuriale en 2020. Quand je me suis lancée en 2020, je suis infirmière puéricultrice, je ne suis pas entrepreneur de base. Donc effectivement, je me suis tournée vers des gens qui étaient déjà dans le métier et qui m'ont dirigée donc, vers une consultante en stratégie qui s'appelle Aurore Costa. C'est avec elle vraiment qu'on a fait les bases de la société Naissance. On a mis en place donc, les stratégies immédiates à moyen et long terme. Et ensuite, il a fallu que je trouve quelqu'un qui maîtrise donc, le sujet de la chimie, comment composer un produit, puisque je suis infirmière puéricultrice, pas chimiste. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu sur mon chemin, mon Dieu, heureusement, Madame Gustave Naïké, qui est la responsable du laboratoire Ecani. Donc c'est une Guadeloupéenne, son laboratoire donc, est implanté ici. Et donc depuis le début de l'aventure, en 2020, je travaille en collaboration avec elle pour mettre en place les différents produits de la gamme. Il faut effectivement bien s'entourer, avoir beaucoup de patience et surtout, moi quand j'ai eu le déclic en fait de sortir de ma zone de confort, c'est que j'ai été inspirée par une autre entrepreneur qui elle est déjà à l'international et qui a raconté son histoire justement à la télévision. Et là je me suis dit c'est vraiment possible, donc je me suis dit j'y vais. Alors Amanda, interview très intéressante et inspirante d'Isabelle Duplessis que vous avez découvert sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce que vous avez apprécié dans la démarche d'Isabelle Duplessis-Boss? Alors il faut savoir que ce qui m'a interpellée, elle a été infirmière puéricultrice depuis 14 ans. Elle a décidé de faire une demande de dispo justement pour pouvoir se lancer puisqu'elle a eu, comme on l'a dit, des petits soucis de peau avec sa fille. Donc du coup, tout a émergé et elle a décidé de se lancer. Et c'est ce parcours-là que j'ai beaucoup aimé. Elle n'a pas hésité et elle a mis tout en œuvre pour vraiment développer sa gamme. Comment est-ce qu'elle parvient à gérer son emploi de temps en tant qu'infirmière puéricultrice et cette nouvelle aventure d'entrepreneur? Parce qu'on sait que le contexte dans lequel nous sommes, c'est prenant. Ça va être particulier comme organisation. Eh bien justement, elle s'est lancée en tant qu'infirmière libérale remplaçante, ce qui lui permet de gérer son emploi de temps, mais aussi sa vie de maman. Très bien. Alors, il y a quelque chose que j'ai retenu, je ne sais pas pour vous, mesdames, c'est quand elle a dit de revenir à des choses simples, des produits naturels de chez nous, alors les bains de glycérine, de cortisol, tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui va faire entrer tous ces produits-là dans un circuit d'hygiène, rationaliser tout ça, c'est intéressant. Alors, du coup, Amanda, quand est-ce que cette gamme sera disponible? Alors, nous attendons justement, puisqu'elle est en cours de création, donc elle nous parlera bientôt de la finalité de son projet. D'accord, donc toujours en phase de recherche et développement. Je vois que vous la voyez souvent, Maëlle. Tout à fait, c'est une cliente qui ne rate quasiment aucun brunch des entrepreneurs. Et effectivement, on a vu sa progression puisqu'on a débuté le premier brunch il y a à peu près 1 an où elle était très discrète sur cette aventure sur laquelle elle se lançait. Et avant-dernier, il me semble, avant-dernière édition, elle a pu justement mieux nous parler de Naissance. Et je suppose tout simplement parce que l'idée mature aussi. Donc un entrepreneur, il chemine et puis à force de se faire entendre,
entouré, il arrive à faire émerger donc ces belles idées. C'est exactement ce que nous disions au début de l'émission. Et là, Isabelle, c'est vraiment l'exemple type. Elle sait se faire entourer et en plus, elle est entourée de professionnels guadeloupéens. Merci beaucoup, Amanda, pour cette découverte. Merci, mesdames les expertes. Merci. Mesdames, messieurs, encore une fois, merci de votre confiance et de nous permettre de rentrer chez vous ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine à 20h10, toujours sur Éclair TV. Et rendez-vous également sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.